aborder ensemble quelques exemples de céphalées secondaires ou organiques. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de regarder l'examen neurologique central, la prise de tension, les examens des nerfs crâniens et les réflexes ostéotendineux, que vous pourrez mettre en lien avec, bien sûr, toutes les autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. Les objectifs, alors ça va être la maîtrise des savoirs concernant donc, les différentes céphalées secondaires, afin de pouvoir intégrer toutes ces données dans votre diagnostic d'opportunité, afin de pouvoir orienter, le cas échéant, vos patients le plus efficacement possible. Alors, quelques exemples donc, de céphalées secondaires que vous pourriez rencontrer au cabinet. Alors, les céphalées et les anévrismes intracrâniens, il faut savoir que la rupture d'un anévrisme intracrânien cause une hémorragie méningée qui est révélée par une céphalée qu'on dit en coup de tonnerre. Alors, la fréquence des anévrismes, c'est quand même 1% de la population générale. Alors, chez près de la moitié des patients admis pour rupture d'anévrisme, on retrouve des signes d'alerte, parmi lesquels 9 fois sur 10, une céphalée était présente, qu'on appelle une céphalée sentinelle. Dans 2 tiers des cas, la céphalée est accompagnée d'un syndrome méningé. Alors, pour mémoire, la clinique d'un syndrome méningé, c'est la céphalée, la raideur de la nuque, des nausées, des vomissements et une photophobie. Alors maintenant, parlons des céphalées et des accidents vasculaires cérébraux. Alors, la fréquence de la céphalée au cours de l'AVC ischémique se situerait autour de 25%. Dans environ 10% des cas, l'AVC est précédé aussi d'une céphalée sentinelle. On retrouve parfois une céphalée qui accompagne les accidents ischémiques transitoires, plutôt vertébro-basilaires. Cette céphalée est d'installation rapide et s'accompagne de signes déficitaires focalisés. Alors, ensuite, vous avez les céphalées et la dissection d'une artère cervico-encéphalique. Donc là, c'est une capsule qui est spécifique à ça. Alors, dans les céphalées du glaucome aigu, on va avoir une injection conjonctivale, des troubles au niveau de la cornée, une perturbation qui va être visuelle, une pupille aréactive, une céphalée intense qui va être périorbitaire et orbitaire, et parfois même des vomissements. Dans la céphalée donc les céphalées et l'hématome extradural ou sous-dural, alors il y a un contexte de traumatisme crânien. Et pour l'hématome sous-dural, le traumatisme peut paraître des fois presque banal. Alors, les céphalées et l'hypertension intracrânienne. Alors, l'encéphale étant contenu dans une boîte crânienne qui est inextensible, toute augmentation de volume s'accompagne d'un refoulement, d'un étirement, d'une distorsion des structures algogènes que sont les vaisseaux et les méninges avoisinantes. Alors, la céphalée continue, d'augmentation progressive et aggravée à l'atout, à l'effort, au changement de position et accompagnée donc des signes d'hypertension intracrânienne. Alors, ces signes, pour mémoire, sont des troubles de la conscience et intellectuel. On peut avoir des signes neurologiques qu'on dit en foyer, des vomissements et des signes visuels. Donc les causes peuvent être tumorales, les céphalées sont présentes chez 20% des patients porteurs de tumeurs cérébrales à la phase initiale de la maladie. Elles peuvent être aussi infectieuses, vasculaires, par exemple une thrombose veineuse cérébrale, une fistule durale artério-veineuse. On peut avoir un blocage dans la circulation du LCR entraînant une hydrocéphalie, donc avec ce qu'on appelle une malformation d'Arnold-Chiari. On peut avoir un défaut de résorption du LCR entraînant une hydrocéphalie ou une fistule durale. Les céphalées de l'hypertension artérielle, donc on aura une capsule qui sera spécifique pour ça, mais il s'agit d'une céphalée de type vasculaire, diffuse, pulsatile, qui est présente dès le réveil dans le cadre d'une poussée hypertensive, brutale et sévère par alternance de dilatation et de constriction des artères cérébrales. Alors, les céphalées et l'hypotension intracrânienne par fuite du liquide céphalorachidien. Donc, ce sont des céphalées qui sont dites orthostatiques, qui apparaissent en position debout et qui disparaissent en position allongée.
La fuite de liquide céphalo-rachidien peut être liée à un traumatisme, une intervention chirurgicale ou une ponction lobaire, et aussi à une anesthésie péridurale. Donc, le déplacement vers le bas du cerveau peut entraîner même un syndrome méningé. Alors, pour mémoire, la clinique du syndrome méningé est la raideur de la nuque, les nausées, les vomissements et la photophobie. Alors, les céphalées et la prise de substances. Donc, on peut avoir des nitrates, nitrites dans les charcuteries, les viandes transformées, des additifs alimentaires, légumes verts, des betteraves rouges, la trinitrine, voilà. Tout cela peut donner des céphalées. On peut avoir aussi du glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût. Du monoxyde de carbone aussi, par exemple avec le chauffage à bois. On peut avoir la pollution automobile, le tabac. Les machines qui fonctionnent au diesel ou à l'essence dans un espace confiné peuvent donner des céphalées, comme les granulés de bois d'ailleurs. Évidemment, l'alcool peut aussi donner des maux de tête. Les céphalées et la méningite. Alors, la méningite, on l'a vu tout à l'heure, c'est toujours raideur de nuque, nausées, vomissements, photophobie. Les céphalées et l'encéphalite, la céphalée est due en fait à l'irritation méningée et à l'hypertension intracrânienne. Alors, les encéphalites virales peuvent être liées à un zona, à un Epstein-Barr, à la varicelle. On peut aussi avoir des encéphalites immunologiques post-infectieuses, comme la rougeole, la varicelle, la rubéole, la vaccination antivariolique. On peut aussi avoir d'autres vaccinations qui provoquent ce type de problème. Alors, les céphalées et les troubles métaboliques, on peut avoir par exemple une hypoxie en altitude, ou des gens qui font de l'apnée du sommeil. On peut avoir une hypercapnie lors de plongées, ou des hypoglycémies. Les céphalées et l'artérite, alors toute céphalée d'apparition récente chez un sujet âgé de plus de 60 ans doit faire évoquer l'artérite temporale de Horton, qui s'accompagne d'une céphalée dans 60 à 90% des cas. Alors, les signes associés vont être de la fièvre, une altération de l'état général, une grande fatigue, une asthénie intense, une pseudo-polyarthrite rhizomélique, des difficultés au niveau de la mâchoire, une induration des branches de division de l'artère carotide externe, c'est-à-dire au niveau de l'artère temporale superficielle. Lors des prééclampsies, alors la prééclampsie ou la toxémie gravidique est en relation avec un vasospasme placentaire avec coagulation intravasculaire disséminée qui forme donc des microthrombus et qui donne une ischémie placentaire. Alors il s'agit d'un syndrome associant hypertension artérielle, protéinurie, œdème périphérique et prise de poids. Alors les signes cliniques sont la céphalée, les vertiges, des douleurs en barre au niveau épigastrique, des troubles visuels, et on peut avoir aussi un bournement dans les oreilles. Alors la sclérose en plaques, donc par atteinte du ganglion de Gasser et des voies trigéminales, le plus souvent il s'agit de paresthésies qui sont douloureuses et des algies faciales qui sont reconnues comme étant atypiques.